Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par les auditeurs qui choisissent de le soutenir. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Simon Castella, Notsmudge, Nicolas Fleury, Jean Accard, Manu, Kevin Louswarn, Bruno Legros, FR Jess, Daniel Streng et Piscovi. Si vous aussi vous voulez soutenir l'émission, rendez-vous sur patreon.com/rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on couvre toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de trucs assez intéressants. On va vous parler de projets un petit peu fous, de drones, taxis volants autonomes, de la Terre regardée en direct par des satellites et avec des flux vidéo qui nous montreraient toute la Terre. On a aussi bien sûr des chiffres du côté d'Apple, du côté de la musique en streaming, du côté de Netflix, des chiffres intéressants. On choisit que les chiffres intéressants bien sûr. Puis on a plein d'autres news également, comme des news sur ce qu'on peut et ne peut pas faire quand on est en garde à vue. Ça pourrait en intéresser certains. Bouygues Télécom qui s'intéresse à SFR, etc., etc. Plein de choses. Et pour m'aider à comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le merveilleux monde de la tech, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour la première fois Lucie Ronfaux, qui est journaliste au Figaro Tech et qui participe aussi au projet Les Croissants. Comment ça va, Lucie ? Bah ça va très bien et toi ? Ben écoute, je suis en forme, j'ai plein de sujets cool aujourd'hui, donc généralement quand l'émission se présente bien comme ça, je suis content. On verra dans quel état je suis à la fin, ça peut changer. Mais merci à toi de te joindre à nous. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas 2-3 petits mots sur toi et puis on se lancera dans les sujets. Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Lucie Ronfaux. Je travaille effectivement au Figaro depuis 5 ans. Je suis spécialisée en nouvelles technologies parce que j'ai passé mon adolescence sur Internet. Donc, je me suis dit que je pourrais aussi en faire mon métier. Et me voici. Très bien, merci d'être avec nous et on va se lancer tout de suite sans autre introduction dans 2 sujets. Alors on a des sujets sérieux qui viennent après et là je me suis dit qu'on allait commencer, on n'a pas de gros sujets généraux donc on va en faire plein de sujets intéressants mais je me suis dit qu'on allait commencer avec 2 sujets qui étaient pas fantaisistes mais enfin dont on a un petit peu du mal à croire qu'ils vont vraiment se réaliser et la raison pour laquelle j'ai choisi ces sujets, le premier en tout cas, c'est parce que on en entend parler depuis des mois et même quelques années et il y a tellement d'investissements et tellement de projets dans le domaine que je me suis dit on va finir par en parler dans l'émission parce que c'est pas possible que ça ne veuille rien dire et donc quand on regarde vers l'avenir un petit peu de la technologie et en l'occurrence on parle de transport dans le premier, on ne peut pas ignorer cette tendance et ce dont je veux parler c'est spécifiquement la société Volocopter mais il y en a d'autres qui font les mêmes choses donc la société Volocopter qui a présenté son projet une nouvelle fois de taxis, de air taxi, ils appellent ça, donc des taxis aériens qui sont en fait des sortes d'immenses drones avec 6 hélices, si je ne m'abuse, je crois que c'est 6, qui sont autonomes. Et l'idée est de transformer et même de révolutionner les transports dans les villes avec des sortes de ports à drones autonomes comme ça, transporteurs autonomes, qui seraient implémentés dans les villes et qui transporteraient les gens d'un point à l'autre sans conducteur et dans les airs. Et de manière relativement silencieuse, c'est pas des avions parce qu'évidemment il n'y a pas de réacteur, donc c'est un petit peu plus silencieux que s'il y avait un réacteur dessus. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a d'une part énormément d'investissements dans le domaine, comme je le disais. On a vu des projets similaires un petit peu partout, ou dans différents endroits. On a vu notamment à Dubaï. Et avant l'émission, quand on préparait, Lucie, tu me rappelais le projet soutenu par Larry Page qui s'appelle Kitty Hawk. Absolument, ouais, qui est un projet exactement la même chose. C'est des taxis autonomes et volants et électriques, donc non polluants. Et Larry Page finance ce projet depuis 5 ans. Et là, ils viennent de commencer les tests en Nouvelle-Zélande, donc ils sont au-delà du proto.
Ouais, mais c'est le cas également pour Volocopter. Je crois que c'est eux qui font le projet à Dubaï, si je ne m'abuse. Peut-être que je me trompe, mais effectivement, il y a également des tests à Dubaï. Et quand on en a entendu parler, on en a entendu parler aussi au CES. Peut-être d'ailleurs qu'on l'a évoqué rapidement dans l'émission, mais c'était vraiment fantaisiste. Et là, j'ai l'impression que ça commence. C'est plus une question, d'ailleurs, comme le dit l'article de The Verge, c'est plus une question de si, c'est une question de pas juste de quand, mais aussi une question de comment. Et le projet, ou ce qu'ils aimeraient faire chez Volocopter, c'est d'abord établir une première ligne qui soit dédiée, ce qui est sans doute plus facile à contrôler et à établir en travaillant avec les gouvernements, qui soit par exemple du centre-ville à un aéroport. Et là, on aurait donc une ligne simple qui permette de faire ce trajet beaucoup plus rapidement que ça n'est le cas aujourd'hui avec les routes ou même avec le train. Et il y aurait une station en ville, une station qui serait là aussi assez automatisée, où le drone ou l'hélicoptère se pose et il est envoyé vers la zone de débarquement avec des sortes de tapis roulants, et puis il est envoyé dans le garage, il change les batteries et puis il redécolle. Et l'idée, c'est qu'il voudrait pouvoir gérer 10 000 passagers par jour, ce qui est quand même assez important. Donc, moi, j'ai tendance à penser que ce type de projet, c'est toujours un petit peu fantaisiste. Et d'ailleurs, on a dans les vidéos de présentation, c'est que des trucs en images de synthèse, donc on a tendance à les comment dire, considérer comme quelque chose de pas très sérieux et plus de la science-fiction que des vrais projets technologiques. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a tellement que finalement, peut-être que ça va se concrétiser. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais que c'est pas forcément ton domaine de spécialité, mais en tant que connaisseuse de la tech, est-ce que je devrais y prêter plus attention? Est-ce que c'est quelque chose de plus sérieux que je pense? J'ai un avis similaire au tien, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai intérêt, une obsession pour la voiture volante, parce qu'en fait c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a du futur, hein, je veux dire dans la science-fiction depuis les années 70-80 même avant, on rêve de la voiture volante et on l'a toujours pas. Bon, après moi je suis pas Airbus, je suis pas SoftBank, je suis pas Larry Page, et si tous ces gens décident de financer ce genre de projet, c'est que ça doit avoir un véritable intérêt. Moi j'ai tendance à être pessimiste dans le sens où en termes d'organisation ça va être compliqué à installer. On imagine bien déjà, on voit déjà toutes les réglementations qui sont à peine en passe d'être passées pour tout ce qui est voiture autonome. Alors imagine prendre tout ce qui est réglementation de voitures autonomes, mais de les mettre dans les airs, c'est-à-dire un avion, c'est pas si facile. Le trafic aérien est déjà assez réglementé. Enfin voilà, ça a l'air très compliqué. Après, si ça marche, ça sera assez fou, assez incroyable. Alors, ce projet me faisait aussi penser, je t'en parlais, Patrick, au début de l'émission, un autre projet qui se fait à Paris actuellement de la startup Seabubble. Alors, je sais pas si les auditeurs en ont déjà entendu parler. En gros, eux, ils veulent faire une voiture volante, mais ils veulent faire une voiture volante qui fonctionne grâce à l'eau. C'est-à-dire que les voitures en fait sont posées sur l'eau un peu comme des bateaux et grâce à un système de propulsion. Est-ce qu'il attrape l'eau qui est sous lui et puis il la rejette exactement, en dessous, voilà, oui, un peu comme un jet ski en fait, mais un jet ski très très puissant. Bon alors c'est une autre méthode, mais on sent vraiment cette obsession de la voiture volante. Bon après voilà, si ça donne des vrais projets, pourquoi pas. Mais moi je suis pareil, je suis encore un petit peu pessimiste sur ce genre de sujet pour l'instant. Il y a deux choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. C'est que d'une part, tout le monde est obsédé par ce truc, bien sûr pour les questions de fantasmes de voitures volantes, et puis aussi, comme tu le disais, si Larry Page et Airbus et d'autres s'intéressent à ces trucs-là, entre parenthèses, le Volocopter a genre 16 rotors, hein, donc c'est beaucoup plus que je pensais, mais s'ils s'y intéressent tous, c'est qu'il y a un véritable problème de transport dans les villes aujourd'hui, et que ça pourrait être une solution idéale si ça venait à fonctionner. Bien sûr, le truc, c'est que c'est compliqué à gérer, même techniquement, mais ce que disent beaucoup de pilotes d'avion et de gens qui connaissent ces choses-là,
c'est que en fait, les avions, ils se pilotent presque tout seuls. Je dis presque et je mets de grosses guillemets bien sûr, mais en fait les pilotes, à part l'atterrissage et le décollage, qui est quand même hyper important, il y a énormément d'automatisation déjà dans les avions. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le cockpit pour le cas où il y a un problème, etc. Et là on parle de véhicules entièrement autonomes, mais j'ai l'impression moi que techniquement, on n'est pas aussi loin de la faisabilité qu'on ne pourrait le penser en tant que grand public, et c'est ça qui excite tous les gens qui se mettent à financer ce genre de projet, y compris les industriels qui se mettent à les financer. J'ai l'impression que techniquement, c'est pas si impossible qu'on pourrait le penser. Maintenant, l'autre sujet que tu évoques et qui est également un énorme problème, c'est la question de la législation. Et là, on n'y est pas du tout. Mais c'est peut-être pour ça que... On n'en est déjà pas là pour les voitures, donc ne parlons même pas des mais je sais pas si des ça voitures serait pas volantes. plus facile pour un taxi ou un mini hélicoptère. Je me demande si ça serait pas plus facile de légiférer là-dessus, parce que on a un espace aérien en fait qui est un petit peu vierge. Bien sûr, il y a des hélicos, mais il y en a pas énormément. Et je sais pas si ça serait pas plus facile de faire dans les airs que sur les routes. Mais parce qu'en plus, il y a les autres. C'est une bonne question. Ouais. Il y a les autres conducteurs à Pardon. gérer sur les routes. Et là, il y a a priori pas vraiment énormément d'hélicos ou de drones volants, quoi. Après, tout dépend des distances qui sont faites. Si on reste sur des distances de type taxi où on se déplace d'un bout à l'autre de Paris, pourquoi pas. Après, si on commence à réfléchir à des taxis autonomes qui peuvent t'emmener de Paris à Toulouse, là, je pense qu'il y aura les compagnies aériennes qui vont commencer à râler sur la concurrence. C'est sûr. Donc c'est aussi la question qui va se poser, je pense. Ouais, à moins qu'elles se mettent à investir elles aussi dans ces. Mais bon, comme tu le disais, c'est des véhicules qui sont électriques, donc je pense que l'autonomie est pas énorme. Oui, il va être assez faible. Oui. Ouais, et donc peut-être d'un aéroport à un point central en ville, ça serait le premier candidat et un candidat idéal, quoi. Oui. Mais bon, donc ça c'était pour ces volocoptères et autres projets de taxis volants autonomes qui commencent à être plus sérieux qu'on aurait pu le penser. Il y a un autre projet un peu fou que je voulais évoquer aussi, c'est le projet de Earth Now. Earth Now, c'est une start-up qui est soutenue par Bill Gates, qui vient de révéler son projet, qui voudrait utiliser une collection de satellites pour surveiller la Terre avec des flux vidéo en permanence et en direct. Surveiller la Terre, j'exagère. Disons qu'ils auraient une série de satellites qui filmeraient la Terre et qui redirigeraient les flux, qu'on pourrait observer. C'est du Twitch live en fait, mais de toute la Terre. Et alors on n'a pas tous les détails sur quand ils voudraient commencer à lancer les satellites et quelle résolution exactement ils pourraient avoir, mais on imagine que ça serait quand même, quelle que soit la résolution, une résolution qui permettrait d'observer, si ce n'est des personnes, au moins des véhicules et de voir des mouvements sur dans les villes ou dans les campagnes ou ce que c'est. Je me demandais si ça pourrait pas avoir des conséquences, même pas inattendues, mais quel type de quelle manière ça impacterait le monde si on avait un flux permanent de vidéos sur toute la Terre. Alors là, c'est une société privée, donc il ne le rendrait pas forcément public, mais je pense à la manière dont, ne serait-ce que Google Earth ou même Google Maps, a transformé certaines choses. Par exemple, c'est complètement anecdotique, mais il y avait des gens qui avaient des piscines aux États-Unis qui ne payaient pas la taxe pour les piscines, ou c'était peut-être même dans d'autres pays. Et avec Google Earth ou Google Maps, ils s'étaient fait retrouver par l'administration fiscale. Il y avait ce genre de truc. Et donc, je me demande si la même chose, mais en fait, ça serait Google. Imaginons Google Maps ou Google Earth, où on voit la planète en direct, ou même avec, 5-10 minutes ou 1 heure de décalage, mais on voit ce qui se passe sur la planète. Enfin, si on a des questions de vie privée, parce que on voit la planète dans son ensemble, c'est pas tellement préoccupant. Mais si on se dit, j'aimerais bien aller surveiller le 12 rue de Rivoli, tu vois, où je sais qu'il y a quelqu'un que je connais qui va souvent, et je connais sa voiture, la couleur de sa voiture et le modèle. Si on a une résolution qui est pas trop dégueu, on pourrait presque se cibler ce genre de truc, quoi. Je sais pas, ça me paraît être une étape supplémentaire dans pas forcément l'inquiétude, mais les possibilités, on va dire, que ça pourrait offrir.
Ouais, je suis d'accord. Je me demande en fait quel intérêt ça peut avoir. Il y en a sans doute, hein, parce que encore une fois, sinon ils investiraient Scientifique, pas. j'imagine. Voilà. Après, moi, ce que je regrette, alors c'est un peu old school hein, comme opinion, mais moi, ça m'embête toujours quand ce sont des entreprises privées qui investissent dans ce genre de projet un peu fou et qui aurait un intérêt public en fait. C'est vrai que moi, j'adorerais que bon, la NASA qui est déjà à moitié privée hein, de fait, vu le nombre de contrats qu'elle signe, ou l'agence spatiale française puisse aussi investir dans ce genre de projet. Mais bon, tant mieux hein, s'ils existent, mais je préférerais encore que ça soit rendu disponible au plus grand nombre. Ouais, c'est sûr que... À condition qu'on ne surveille pas, à condition qu'on surveille pas ma maison sur Internet, ça par contre, je préfère pas. Tant qu'il y a en fait ce genre de projet, évite juste, on va dire, ça serait pas mal, mais ils évitent juste la maison de Patrick Béja et la maison de Lucie Ronfaux. Et de Lucie Ronfaux, merci beaucoup. Les merci deux, d'avance. mais à part ça, ça serait très bien. Non, mais c'est effectivement un projet hyper intéressant. Comme je le disais, il y en a d'autres qui sont en cours d'investigation, on va dire. On est vraiment aux premières étapes là, mais on est en train effectivement d'avoir une étape supplémentaire et il y en a pas qu'une quoi, donc il y en aura forcément, j'imagine, avec des résolutions plus ou moins bonnes et peut-être des décalages plus ou moins longs. À un moment, ça va finir par se retrouver sur Google Maps quoi, ou sur un équivalent. Donc, ou au moins sur certaines zones. Enfin, je sais pas, ça va être assez intéressant comme développement. Bon, revenons un petit peu sur Terre avec des sujets beaucoup plus concrets et on va parler un petit peu d'argent, tiens. Et comme je vous le disais, on a souvent l'occasion de parler de chiffres, mais on ne choisit que les chiffres intéressants dans cette émission. Et le premier que je voulais mentionner, c'est un chiffre de l'industrie de la musique qui a atteint le chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars en 2017, c'est plus d'1 milliard de plus qu'en 2016, mais la partie la plus intéressante de ce chiffre, c'est surtout le fait que 43% du chiffre d'affaires de l'industrie de la musique viennent du streaming. Et c'est bien sûr notable parce que on a entendu l'industrie de la musique se lamenter de l'arrivée du streaming il y a quelques années de ça déjà, et disant que le streaming payait beaucoup trop peu et que ça volait en quelque sorte, bon ils ont peut-être pas utilisé le terme voler, mais que ça privait les artistes des revenus des ventes directes de musique numérique. Alors bien sûr, ils avaient dit la même chose au moment du début de la vente numérique en disant que ça ne compensait pas les ventes de CD, et on sait bien sûr que la musique numérique aujourd'hui représente la quasi-intégralité des revenus, mais 43%, c'est énorme pour un truc. Enfin, le streaming concrètement, c'est vraiment devenu venu sur le devant de la scène. Je dirais il y a peut-être 5 ans, je sais plus quand a été créé Spotify. Ça fait 8 ans à peu près. Ouais. D'accord. Il me semble 8 ans, mais bon, Spotify a mis très longtemps avant de trouver son modèle économique et maintenant ils explosent. Hein. Et d'ailleurs, ils viennent juste de rentrer en bourse. Spotify bouffe un peu tout, mais alors c'est intéressant ce que je réfléchis. Je repensais à une rumeur que j'avais lue sur Apple qui s'apprêterait d'ailleurs à supprimer la vente à l'unité de morceaux de musique sur iTunes. Alors ça n'a pas été confirmé par Apple, mais je pense que ça va dans le sens du vent. Hein. C'est clair que maintenant, enfin je sais pas toi Patrick, mais c'est vrai que moi je n'écoute ma musique que via Spotify. Oui, bon, moi je suis sur Apple Music, mais effectivement, c'est du streaming, c'est ça. Chacun sa crèmerie. C'est ça. Mais oui, non, mais complètement. Et ils ont atteint les niveaux de revenus qu'ils avaient à peu près en 2008. Et je pense que au-delà de l'industrie de la musique elle-même, c'est une preuve de plus s'il en fallait. Je sais même pas s'il en fallait, mais c'est une preuve de plus que les changements sont souvent douloureux, surtout quand c'est la tech qui vient disrupter, en bon français, une industrie qui était très confortable avant l'arrivée des nouvelles technologies. Et c'est douloureux, mais au final, il y a d'autres moyens de continuer à générer ce qu'on générait et de trouver les revenus peut-être par ailleurs. Alors effectivement, il y a des années qui peuvent être compliquées, mais là, encore une fois, enfin, la musique, c'est
incroyable comme exemple parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement, ils s'en plaignent et à chaque fois, les choses se stabilisent. Et un autre truc qui est notable dans ces chiffres, c'est que les revenus qui vont directement aux artistes, c'est-à-dire des outils de publication comme CD Baby ou Bandcamp, ou il y en a un autre qui s'appelle TuneCore que je ne connaissais pas, mais c'est de la vente de l'auto-publication en fait. Il y a eu une croissance énorme. Ils sont passés de 370 millions de l'année dernière à 472 millions cette année. Donc il y a de plus en plus d'artistes qui réussissent à vendre directement leur musique aux auditeurs, à vendre ou à faire en streaming quoi. Donc Ouais. ouais. Je pense qu'il y a deux marchés de la musique en ligne maintenant. Il y a effectivement les gros majors qui sont tous mis sur les plateformes de streaming légales. Alors les Apple Music, les Tidal, les Deezer, les Spotify. Et puis il y a les indés, parce que le problème aussi des plateformes de streaming musicales, c'est que elles sont soumises elles-mêmes à des règles qui vont pas trop favoriser en fait l'écoute de petits artistes. Hein. J'avais lu un article très intéressant, c'est sur Numérama il me semble, qui racontait un peu les stratégies commerciales que développait Spotify dans ses algorithmes, parce que Spotify met beaucoup en avant ses algorithmes de recommandation, notamment dans les playlists. Et en fait, les majors achètent le droit de mettre en avant leurs artistes dans ce genre de playlists. Donc même quand on met en avant l'intelligence artificielle qui est capable de te faire des playlists accordées à tes goûts, en fait c'est quand même les mêmes artistes qui sont souvent remis en avant. Donc c'est pour ça que les majors maintenant sont très contents. Mais les majors peuvent acheter le droit d'être dans la playlist mix chill ou mix R&B machin. Ils mettent Beyoncé dans la liste et du coup ça fait non seulement des vues mais en plus ça rend c'est un petit peu comme payer pour passer à la radio à l'époque quoi. Donc voilà, c'est de la pub, c'est une autre forme de pub. Ouais. Mais donc voilà, je pense que maintenant ils sont très contents du streaming. C'est sûr, mais pour ce qui est des artistes indépendants, en fait, je crois que tu as raison, ils se retrouvent difficilement dans les playlists. D'ailleurs, quand on parle d'une grosse croissance, on est quand même seulement, entre guillemets, à 472 millions en 2017 sur les 17 milliards que représente l'ensemble de cette industrie. Mais je pense qu'on s'adresse vraiment à des gens qui ont réussi à séduire des auditeurs par ailleurs, et ces auditeurs ensuite peuvent retrouver les artistes sur leur plateforme traditionnelle, sur leur plateforme favorite, et du coup c'est la possibilité pour ces indépendants d'atteindre leurs auditeurs, alors que bon, si on remonte à 20 ans, c'était beaucoup plus difficile évidemment, c'était peut-être même quasiment impossible. Donc là encore une fois, cette possibilité pour les artistes de s'adresser directement à leurs auditeurs ou à leurs fans, c'est comme partout ailleurs sur Internet et ça se retrouve dans l'industrie de la musique également. Je note enfin que même si on dit que le streaming ça représente, c'est devenu incontournable et très certainement c'est devenu incontournable, ça représente que entre guillemets 43% des revenus de l'industrie de la musique, donc c'est toujours pas la majorité des revenus. Il faut quand même le noter, même si la progression est bien sûr hyper importante, quoi. La progression, je l'ai pas notée, mais elle est de presque 40% d'une année sur l'autre. Donc effectivement, c'est hyper important. Et si on parle de choses qui représentent beaucoup d'argent, on revient forcément à Apple à un moment. Et là, je voudrais Quelle parler, transition, n'est-ce pas? Je suis un pro, je fais ça depuis longtemps. Je voudrais encore vous donner des chiffres étonnants. Je sais pas si toi t'as lu l'article, mais on va prétendre que tu n'es pas au courant. Si je te dis sur les 3 derniers mois de l'année 2017, à ton avis, combien de téléphones différents étaient présents dans le top 10 des téléphones qui ont rapporté le plus, attention c'est en profit, on parle de profit, mais qui ont rapporté le plus à leur constructeur. Combien de téléphones Apple est-ce qu'il y aurait dans ce top 10 ? Alors écoute, il se trouve que j'ai pas lu l'article, donc je vais te donner une vraie super. Réponse de Béotienne. On va dire 3. Ouais, c'est ce que j'aurais pensé aussi. Il y en a 8 dans les téléphones qui rapportent le plus. 8, c'est invraisemblable. Les seuls autres, c'est des téléphones Samsung, le Galaxy Note 8 et le Galaxy S8 Plus. Et parmi ces 10 téléphones, celui qui a rapporté le plus, encore une fois, on parle de profit et pas de revenus. Donc, c'est pas une question de vente ou de part de marché, c'est vraiment une question de profit. Celui qui a rapporté le plus, c'est l'iPhone 10, dont il faut noter qu'il venait de sortir à ce moment-là, donc c'est quand même important, mais
encore une fois, je te pose la question, quel pourcentage des revenus du quatrième trimestre de 2017 est-ce que l'iPhone X représente ? Bon, alors là, je connais la réponse, donc okay. Bon, certains d'entre vous pourraient dire sur l'ensemble de l'industrie du smartphone, je sais pas, 5, 10, 15%. Non, 35% des profits. C'est énorme. Mais c'est énorme. Invraisemblable. Encore une fois, il venait de sortir, donc il s'est sans doute plus vendu, mais il était disponible que pendant 2 mois sur les 3, donc ça compense un petit peu aussi. Ce qui est encore plus notable, c'est que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus représentent eux aussi, à eux deux, 35% des revenus. Donc, des profits. Donc, entre ces téléphones qui sont sortis ce trimestre-là, mais on a 70% des profits qui reviennent à Apple. Si on prend l'ensemble des téléphones, parce que comme je vous disais, il y en a 8 dans le top 10 des téléphones qui rapportent le plus, si on prend l'ensemble des téléphones, ils représentent 95% des profits de l'industrie du smartphone sur ce trimestre. Pardon, 95%, j'exagère peut-être un petit peu. Je vais retrouver le chiffre, excusez-moi, 86%, voilà. 86% des profits. Et il faut voir que on a en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position le Galaxy Note 8, 8e position le Galaxy S8 Plus, qui représentent respectivement 3,9 et 1,7% des profits. En 10e position, on a l'iPhone SE, qui représente moins de 1%, 0,9% des profits, ce qui veut dire que en dessous, tous les autres constructeurs représentent moins de 0, et beaucoup moins de 0,9% des profits de cette industrie. Alors, encore une fois, je le précise, c'est quand même le trimestre où sortent les téléphones d'Apple, donc évidemment, ils vont représenter beaucoup, et on a affaire à un rapport d'une analyse, enfin un rapport d'une firme d'analyse qui s'appelle Counterpoint Research, donc c'est peut-être pas 100% juste, mais enfin je sais pas, moi quand j'ai vu ces chiffres, moi ma mâchoire est tombée de 20 cm quoi. Bah après, comme tu dis, je pense que c'est assez significatif que les résultats soient sur le Q4, parce que le Q4 c'est Noël, et Noël c'est clairement la période où Apple vend ses iPhones. Après, moi, ce que je t'avoue que je faisais partie des sceptiques de l'iPhone X sur ses ventes, notamment. Moi, je le trouvais beaucoup trop cher. Et en fait, Apple a prouvé que non, il sait vendre des iPhones aussi chers, parce que je pense qu'Apple a bien compris combien de dollars et combien d'euros ses utilisateurs étaient prêts à dépenser. Et c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que sur les résultats annuels d'Apple, c'était assez significatif. Apple, en gros, a enregistré une très légère baisse de la vente des iPhones l'année dernière, en 2017, par rapport à 2016. En revanche, sur les profits, ça a explosé. Parce que justement, Apple a cette stratégie du haut prix, mais qui fonctionne très bien pour eux. Ouais, et c'est vraiment significatif sur le marché des téléphones mobiles en général, et on comprend pourquoi ceux qui se battent sont de moins en moins nombreux sur le haut de gamme, parce que c'est hyper compliqué. Je dis pas que c'est pas possible parce que Apple prend tout, mais sur le marché Android, où les marges sont difficiles à faire parce que il y a énormément de concurrence, c'est presque un peu. Alors Samsung tire son épingle du jeu encore aujourd'hui, mais enfin c'est hyper compliqué quoi. Ouais, à part Samsung, il y a quand même pas. Bon, il y a les Huawei, il y a les Honor, il y a les LG, etc. Mais bon, il y en a, mais c'est vrai qu'à part Samsung et Apple sur le très haut de gamme, parce qu'après il y a aussi d'autres secteurs du marché des smartphones. Même sur le moyen de gamme, la concurrence est tellement féroce que tu peux vendre tes téléphones, mais combien de profit est-ce que tu vas faire là-dessus ? C'est féroce comme concurrence, donc clairement il y en a qui s'en sortent, mais Ouais, puis on lutte pas contre une marque. Apple, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est imposer cette marque, imposer l'iPhone comme étant un marqueur culturel, et que je pense que pour beaucoup de personnes, smartphone est synonyme d'iPhone. Hein. Non, c'est vrai. Bon, il y a énormément de gens qui... Je pense que les gens qui veulent un téléphone spécifique, il y en a énormément qui prennent des téléphones Android, évidemment, mais on parlait du quatrième trimestre. Je pense qu'il y a quelque chose là aussi de significatif, parce que tu le disais, c'est le trimestre de Noël, et je pense qu'il y a pas mal de téléphones, peut-être pas des iPhone 10 qui se sont fait offrir à Noël, mais peut-être des modèles un petit peu plus anciens. On voit que même l'iPhone 6
L'iPhone 6, qui a donc 3 ans cette année, représente 1,8% des profits, ce qui est 0,1% de plus que le Galaxy S8 Plus. Donc 6S se vendent encore, et même le SE, je suis sûr qu'il y a énormément de téléphones qui s'achètent pour les enfants, et quand tu veux faire plaisir, je pense qu'il y a plus de gens qui vont acheter un iPhone parce qu'il y a ce statut, cette marque, qu'un téléphone Android, à part peut-être Samsung, effectivement. Voilà, moi j'ai moi-même conseillé plusieurs collègues qui voulaient offrir des iPhones, je cite pas cher, à leurs enfants à Noël. Donc voilà, je précise que moi je suis sous Android. Hein. Je suis team Android depuis le départ, mais ouais. Ah, on en a beaucoup dans l'émission qui sont team Android, mais on vit en bonne entente. Hein. On est quand même gentils les uns avec les autres. Continuons très très rapidement sur Apple avec Apple News, qui est ce service de news qui existe depuis un certain temps aux États-Unis. C'est une application en fait de news. Ils ont racheté Texture, et Texture, c'est une app qui faisait en fait une sorte de service d'abonnement à la presse. On payait une dizaine de dollars par mois et on avait accès à tout un tas, je crois 100 ou 200 titres de presse aux États-Unis. Il semblerait qu'Apple veuille intégrer ce service dans son service de news et du coup proposer pour un abonnement payant une sorte de Netflix de la presse. Je voulais évoquer la chose parce que du coup, toi, venant du Figaro, je suis curieux, et donc du monde de la presse, je suis curieux de savoir ce que tu penses, surtout dans le contexte du streaming dont on vient de parler à l'instant, avec la musique qui a fini par s'imposer malgré les plaintes de l'industrie de la musique. Est-ce que tu crois que ça pourrait peut-être être une solution pour aider la presse, cette histoire de Netflix de la presse, ou est-ce que ça fonctionnerait pas ? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense que ça peut marcher. Je pense qu'Apple a une stratégie très intéressante et qui est sans doute meilleure que celle qu'a adoptée par exemple Facebook sur les relations avec les médias et la presse en général. En gros, quand on regarde Facebook, Facebook a donc lancé un produit qui s'appelait Instant Articles, qui était une sorte de, pour ceux qui connaissent AMP, enfin. Oui, le service, le standard de Google qui permettait en fait d'afficher des articles ou des pages très rapidement. Très rapidement, donc c'est simplifié, voilà. Ouais. Exactement. Et donc en gros Facebook a dit voilà, nous on va investir dans la presse, il a pas trop demandé l'avis aux médias, il y allait un peu comme un bulldozer et le résultat c'est que tous ces produits qu'il a lancés dans les médias n'ont pas marché du tout. Apple à l'inverse prend le temps de trouver son modèle, donc il teste Apple News mais uniquement aux États-Unis pour l'instant. Nous en France on a uniquement le droit à la petite liste là, qu'on appelle Apple News mais qui est pas exactement Apple News, qui est une sélection d'articles effectivement. Voilà, une sélection d'articles de la presse qui apparaît, je le précise, quand on swipe à droite, on a une liste d'articles de la presse et je crois que c'est ça que c'est de ça que tu parles, hein. Oui, c'est ça. C'est exactement. pas une app en fait, c'est juste. Oui, c'est pas une app, ouais, c'est un ticker. Et globalement, la presse aime toujours qu'on lui parle d'argent, hein, plutôt que de donner son travail gratuitement, parce que c'est comme ça qu'on se rémunère et c'est comme ça qu'on paye mon salaire. Donc moi, je suis plutôt optimiste hein, sur ce genre de modèle. Alors après, à voir quel genre de partenariat Apple signera et si le partenariat seront suffisamment intéressants pour intéresser un maximum de médias. Bon, c'est sûr que si on est dans une configuration où on a, je sais pas, 20 000 abonnés, effectivement, ça ne représente pas assez d'argent. C'est comme le streaming. Si on stream quelques dizaines ou centaines de milliers de titres par mois, ben on va aller pointer du doigt, mais ça ne rapporte que 0,004 centimes par stream, c'est rien du tout. Alors que si on se met à avoir 500, je parle de la France, mais 500 000, 1 million d'abonnés à un truc comme ça, à 10 € par mois, ça commence à devenir quelque chose qui peut peser son poids, quoi. Donc, ouais, surtout qu'Apple a la force de frappe nécessaire à ce que ce genre de projet réussisse, en tout cas au niveau de l'audience de base. Donc à voir ce que ça donnera. Et puis puisqu'on parle de Netflix, là encore, transition toute trouvée, il y a deux chiffres dont je voulais parler, enfin deux choses dont je voulais parler. Peut-être le premier, je vais parler du chiffre. Ils vont investir $1 milliard dans les productions en Europe cette année. 1 milliard. Et c'est le double de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Alors, je me suis un tout petit peu renseigné. Visiblement, TF1... tout seul, ils font au moins autant chaque année. J'espère que je me trompe pas dans les chiffres, mais donc, bon, moi je me suis dit, 1 milliard, c'est fou. Est-ce que c'est plus que toutes les sociétés toutes les chaînes de télévision réunies en Europe? Non, évidemment, TF1 fait presque autant. Mais enfin, quand même, 1 milliard d'investissements, ça représente quelque chose de significatif. Et dans le même temps, il semblerait qu'ils aient étudié la possibilité d'acheter des salles de cinéma. Alors, on n'est que aux États-Unis. Et visiblement, ils sont pas sûrs, peut-être, à New York, mais pas à Los Angeles, machin. Et ça sera peut-être que de la représentation, en fait, que pour faire classe.
ça pourrait être une idée intéressante d'avoir des salles de ciné achetées par Netflix, enfin que possède Netflix pour passer leurs films. Je sais pas comment ça se passerait en France, peut-être pas très bien, mais donc entre ça et les investissements, ouais, Netflix un peu inarrêtable quoi. Inarrêtable, et puis Netflix qui fait des bons deals, hein. Le succès récent de La Casa de Papel, je sais pas si tu regardes, Patrick. J'ai pas regardé, non. Alors La Casa de Papel, qui est une série espagnole dont Netflix a racheté les droits pour la première saison il y a 1 an, et ça a eu un succès mais hallucinant sur Netflix. Il me semble à vérifier que c'est le show non anglophone le plus regardé sur Netflix aujourd'hui. Plus que Terrace House. Plus que Terrace House. Non. Terrace House, même si j'aime beaucoup Terrace House, c'est très niche, hein, on va pas se mentir. Bon, d'accord, ça fait mal de l'admettre, mais ok. Mais oui. Et en fait, du coup, Netflix a investi donc dans cette série qui était déjà diffusée en fait à la télé espagnole, mais va produire la seconde saison qui va être diffusée là, ou qui est déjà diffusée d'ailleurs. Il me semble que ça devait être diffusé là cette semaine ou la semaine prochaine. Enfin bref, tout ça pour dire que Netflix a vraiment un œil pour trouver les bonnes séries, les séries qui intéressent. Et c'est vrai que voilà, en film, c'est toujours de mon avis, vraiment pas terrible, mais en termes de séries et de documentaires, c'est imbattable. Mais tu sais que le truc... Alors, ce que disent tous les connaisseurs de la chose, c'est qu'ils ont un œil, et surtout, on en revient toujours aux mêmes choses, ils ont les données. Ils savent absolument exactement tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on aime. Ils peuvent faire des recoupements avec les acteurs, les types d'acteurs. Quand on arrête de regarder une série, quand on finit par y revenir, quand on binge, enfin, c'est vraiment, je pense... Bien sûr, ils doivent avoir des gens très compétents dans leurs équipes et dans leurs équipes de production, mais il y a aussi un atout absolument invraisemblable qui est celui, comme toujours, des données qu'ils peuvent utiliser pour établir. J'ai appris il y a pas longtemps, je sais plus si j'en avais parlé, mais j'ai appris qu'ils modulent les petites images de preview des différentes séries. Oui, tu savais aussi, en fonction de vos goûts. Donc, moi, j'ai des images différentes d'une autre personne pour la même série, parce que comme ça, ils peuvent adapter à ce à quoi on est plus réactif. C'est, encore une fois, toute une question de données, quoi. C'est fou. Oui, c'est assez mystérieux. Moi, j'ai aucune idée de pourquoi je vois certaines images. Enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai été classée comme jeune femme? Est-ce que j'ai été classée comme personne qui aime les films à gros robots? Enfin, je sais pas trop quels sont les critères. Je pense et j'espère que c'est plutôt parce que ils savent ce que tu aimes plutôt que qui tu aimes, et peut-être que ça joue aussi, effectivement, j'en sais rien. Et peut-être que les deux sont corrélés en plus. Quand il y a quelqu'un, c'est ça, quand il y a quelqu'un qui regarde, je sais plus s'ils ont Grey's Anatomy, mais possible, mais Grey's Anatomy, Terrace House et tous les films de comment elle s'appelle et Love Actually et toutes les comédies romantiques de la Terre, ils savent que c'est Patrick Béja. Donc exactement, ils savent me placer tout de suite. Enfin, donc voilà, une petite news Netflix intéressante. Je voudrais également, avant de faire une petite pause, parler de Reddit, que j'ai évoqué déjà à de nombreuses reprises dans l'émission, mais il y a peut-être un petit moment. Et c'est vraiment Reddit un animal étrange de la sphère du net. C'est un site qui a connu un gros succès à la chute de Digg, pour les anciens qui s'en souviennent. Digg, qui était un site du même type, qui a fait une grosse erreur de redesign et qui a perdu tous ses auditeurs à cause d'un redesign. C'était assez dramatique. Et Reddit, qui faisait à peu près la même chose, a saisi l'opportunité. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? C'est un site où on peut proposer des sujets, des articles, des images, et les lecteurs du site vont choisir de lui attribuer des plus ou des moins, et en fonction de ce qui est voté positivement, il y a des articles qui vont remonter dans la liste des articles. À la base, c'est uniquement ça. Après, il y a des Reddit qui se constituent en communauté, des subreddits qui vont s'attaquer à un sujet particulier. Et ils ont eu beaucoup de challenges avec la liberté de la presse et la liberté d'expression, parce que ils sont de cette mouvance du net où on essaye de laisser libre cours à peu près tout, et ça leur a bien sûr posé des petits problèmes, et ils ont dû eux aussi un petit peu grandir, on va dire, et devenir sérieux, et devoir utiliser le banhammer pour bannir certaines communautés qui exagéraient un petit peu. On va rester gentil, mais aujourd'hui ils ont plus de 330 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui a augmenté de 30%
rendez-vous compte, en 6 mois, c'est une croissance absolument énorme, et c'est autant que Twitter. Et pourtant, j'ai l'impression que Reddit fait beaucoup moins de bruit que Twitter, mais il y a énormément de gens qui sont actifs là-dessus, et c'est vraiment une ressource du net hyper importante. C'est un petit peu un des outils des connaisseurs, en quelque sorte, et c'est une communauté et un site et un service qui sont arrivés un petit peu en furtif et qui aujourd'hui se sont imposés comme l'un des acteurs majeurs du net. C'est pas un réseau social tout à fait, c'est pas Twitter, c'est pas Facebook, mais ils sont hyper importants. Je sais pas si tu utilises Reddit, toi, ou pas du tout. Alors oui, je suis plutôt ce qu'on appelle une lurkeuse, c'est-à-dire Oui, que bah moi aussi, ouais. je poste peu, mais j'observe. Reddit, c'est un site qui est assez intéressant. C'est alors déjà un site qui est quand même très américain. C'est peut-être pour ça qu'on en entend moins parler en France, c'est parce que la plupart des discussions sont en anglais C'est et que vrai. même, c'est même quand tu regardes leur base utilisateur, elle est quand même très basée aux États-Unis. C'est comme tu dis un site qui a eu des gros problèmes, qui a été la base de pas mal de mouvements plus ou moins recommandables de type le Gamergate, un mouvement de harcèlement de jeunes femmes dans le jeu vidéo, ou alors les pros Donald Trump aussi, les militants, enfin les trolls plutôt en faveur de Donald Trump qui sont tous retournés sur Reddit. Mais n'empêche que Reddit a toujours réussi à se retrouver plus ou moins volontairement au cœur de l'actualité. Honnêtement, j'étais surprise par ces chiffres. Je pensais pas que Ouais, moi que aussi, Reddit ouais. continuait à ce point à grandir. Tant mieux pour eux. Je pense ils ont fait beaucoup de changements au sein de Reddit. Ils viennent de sortir d'ailleurs un nouveau redesign. Tu parlais de Dig tout à l'heure. Oui. Ils ont sorti une nouvelle version qui est franchement pas mal. Le Très fait légère d'avoir comme modéré, redesign quand même. ouais, assez léger, donc assez respectueux du coup de ses origines. Mm. Ils ont fait pas mal d'efforts sur la modération, même si franchement, ils pourraient faire mieux. Mais bon, ça c'est un problème qui n'est pas C'est propre à le Reddit problème du net, malheureusement. ouais. Voilà, exactement. Donc ouais, c'est un site intéressant, mais qui, voilà, encore une fois, reste très américain, C'est quoi. vrai, ouais. Il est peut-être un petit peu américano-centrique. Moi, je suis beaucoup de communautés de jeux, puisque étant gamer, Bien c'est un sûr. très bon moyen d'avoir d'avoir de retrouver une communauté un petit peu comme les newsgroups. Alors là, je vais parler d'un truc que tu n'as vu que dans des musées, mais les newsgroups à l'époque, t'es un petit peu trop jeune. Les newsgroups à l'époque des débuts du net, et c'est vraiment des communautés qui se retrouvent du monde entier pour parler d'un truc qu'ils aiment bien. Alors ça peut être des trucs, enfin il y a vraiment des Reddit, mais pour tout, à tel point que c'est même inquiétant, quoi. Il y a des Reddit qui sont actifs où ils parlent de trucs, c'est même pas des trucs genre scabreux ou quoi que ce soit, c'est juste des trucs tellement particuliers que tu dis, c'est enfin bref. Allez jeter un coup d'œil à Reddit, mais là où je voulais en venir, il y a deux choses, c'est que d'une part, c'est une communauté qui est vraiment capable du meilleur comme du pire, et le pire est souvent, bon, c'est pas 4chan non plus, mais ça peut aller un petit peu loin. Mais par contre, le meilleur, vraiment, il y a quand on suit un petit peu Reddit régulièrement, il y a des histoires, des sujets tellement, enfin, qui peuvent vous redonner foi en l'humanité, quoi. Des gens qui vont poster sur des gens qui ont besoin d'aide ou qui sont pas bien, et des gens qui vont faire des réponses hyper longues pour les aider, et pour les, enfin. Il y a deux moyens d'utiliser Reddit. On va voir la page de base de Reddit sur les smartphones. Ils ont une application maintenant qui fait un petit peu Instagram, mais bon, qui est pas mal quand même. Et donc, on peut soit se constituer une collection de subreddits et on va voir les meilleurs articles sur une seule page de tous les subreddits qu'on suit, ou alors voir la homepage de Reddit, et là, on va voir les trucs les plus populaires tout court. Les deux sont hyper intéressants, et comme je vous disais, parfois, on a des trucs qui remontent, qui sortent de nulle part, et qui sont soit des histoires hyper émouvantes, soit des histoires hyper intéressantes, Enfin, c'est vraiment devenu un point central du net, et ils sont en train de passer à la phase, je pense, maintenant on est dans l'étape 2 ou 3 ou même 4. Ils viennent d'engager un nouveau COO. Enfin, on sent qu'ils sont en train de se dire, on continue notre progression lente mais constante. Et peut-être que ça va arriver. J'aimerais bien voir Reddit continuer à évoluer. Je suis vraiment content Ouais, de...
Faut voir comment évoluer justement parce que tu évoquais les newsgroups que effectivement je n'ai pas connus, mais en revanche ce que j'ai connu c'est les forums, forums et IRC, et moi ça m'évoque vraiment ça. Reddit est un peu cet héritier de l'internet des groupes, l'internet des communautés qui a un peu disparu du web parce que de nos jours on a Facebook, on a Twitter qui sont des plateformes horizontales sur lesquelles on peut discuter de tout avec tout le monde et il n'y a pas vraiment de groupe. Alors et ce qui a apporté pas mal de problèmes à Facebook, à Twitter, enfin tous les problèmes de modération, les problèmes de règles de contenu, c'est du fait que c'est ce web horizontal en fait qui est beaucoup plus difficile à contrôler que le web des communautés. Donc à voir si Reddit arrive à garder son âme entre guillemets en grandissant et ne se transforme pas en une sorte de réseau social bis. Mais c'est un site intéressant. Pour moi c'est vraiment l'héritier des forums manga sur lesquels j'ai traîné beaucoup trop quand j'étais ado. Ouais, effectivement, il y a cette filiation est assez claire, ouais. Donc Reddit, pour ceux qui connaissent pas, c'est REDDIT. Je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Écoutez, on va faire une petite pause avant de continuer avec nos autres sujets. Et pendant cette pause, j'aimerais justement vous parler un petit peu d'un autre truc super sympa et super cool qui s'appelle Patreon. Et Patreon, ça vous permet de soutenir le Rendez-vous Tech. C'est très simple, le fonctionnement. Vous allez sur la page du Rendez-vous Tech sur Patreon, c'est patreon.com/rdvtech. Vous choisissez combien d'argent vous voulez donner par épisode, 1 ou 2 ou 3 dollars, ce que c'est. Vous mettez vos informations de paiement. Et à la fin du mois, vous êtes simplement facturé pour le nombre d'épisodes qui ont été publiés. Vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous allez soutenir par mois. Je dis généralement, ça serait sympa d'en soutenir 2 ou 3, on va dire, si vous voulez pas tous les soutenir, mais vous pouvez aussi soutenir tous les épisodes du mois. Vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Il n'y a aucun engagement, aucune période où vous êtes obligé de donner. Donc c'est vraiment un modèle entièrement libre, entièrement volontaire, et c'est comme ça que l'émission est financée. L'émission n'a absolument aucune autre source de revenus, donc c'est vraiment grâce aux auditeurs que cette émission peut exister et que je peux en faire mon travail sur lequel je travaille tous les jours pour vous préparer cette émission. Donc c'est un business model vraiment cool et je vous encourage à y jeter un coup d'œil comme sur Reddit. Si vous pensez que l'émission vous apporte un petit moment sympathique ou des informations intéressantes, si vous pensez qu'elle vaut quelque chose, allez faire un tour sur Patreon pour donner la valeur que vous recevez. Et je remercie justement certains auditeurs qui ont choisi de soutenir l'émission. Félix Canto, Andrea Vanzuli, Moon of Alabama, Goleno, Pierre-Gérard Martin, Pierre-Louis Mondoloni, Alexandre Carpentier, Marc Bergeret, Jean-Baptiste Borel et Victor Harang. Merci à vous tous et merci à tous ceux, les très nombreux auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Je suis infiniment reconnaissant que vous me permettiez de faire de cette passion mon travail et je me lève tous les jours pour travailler pour vous, pour faire cette émission. Je suis hyper reconnaissant de votre soutien. Bon continuons avec des histoires peut-être un petit peu moins drôles et un changement dans le fonctionnement de la loi française qui désormais vous oblige à donner votre code de déverrouillage de votre smartphone et même tous les mots de passe en fait en cas de garde à vue. Ce qui est, alors je ne sais pas exactement comment fonctionnait la loi avant ça. Enfin, clairement, on n'était pas obligé de le faire. Hein. Il y a une question légale qui est la question de la non-incrimination. Donc, on ne peut pas être tenu de s'auto-incriminer. C'est un petit peu comme aux États-Unis, il y a, je crois, le 5e amendement qui dit que on n'est pas obligé de répondre si une réponse nous auto-incriminerait. Donc, si on vous demande, est-ce que c'est vous qui avez volé les bonbons de Patrick si, par exemple, au hasard, si vous vous appelez Daniel Béja, que vous avez 13 ans et qu'on est dans les années 80, et que votre mère vous dit mais est-ce que c'est toi qui as pris les bonbons qui étaient dans le placard ? Eh ben, Daniel Béja, au hasard, n'est pas obligé de répondre parce qu'il n'est pas obligé de s'auto-incriminer. Hein ? Voilà, donc c'est clair. Eh ben, cette règle s'étendait jusqu'à maintenant au smartphone. Au service informatique et en particulier au smartphone parce que quand vous êtes en garde à vue, eh ben, vous êtes en possession de votre smartphone généralement. Eh bien, il se trouve que
désormais, le Conseil constitutionnel a décidé, suite à une affaire spécifique qui avait été amenée devant lui en raison d'une personne qui avait été arrêtée et qui avait refusé justement de donner les codes de son téléphone. Eh bien, le Conseil constitutionnel a décidé que on devait livrer ces informations, même si elles allaient nous incriminer. Donc, on passe d'une situation où on considérait que le fait de livrer les codes ou les mots de passe pouvait constituer une sorte d'auto-incrimination, donc on n'était pas obligé de le faire, à une situation où aujourd'hui, ils considèrent que comme ça n'est pas de la cryptographie, bon, ok, on est tenu de les remettre. Et finalement, on peut comprendre les situations, évidemment, où les services de police ont besoin d'une information parce qu'ils ont une suspicion forte et ils ont besoin de cette information pour soit incriminer quelqu'un, soit prévenir ou arrêter un crime. Mais là, on a aussi des situations où ça pourrait être plus problématique. Alors, avant qu'on ne freak out, j'allais dire en anglais, mais avant qu'on ne panique complètement, si j'ai bien compris, je suis pas juriste, mais si j'ai bien compris, il faut que l'enquête ait déjà identifié des données qui sont, je cite, susceptibles d'être utilisées pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Donc, on peut quand même pas exiger le mot de passe de n'importe qui. Il faut quand même qu'il y ait une suspicion, des éléments d'enquête qui indiquent que sur le téléphone, il y a quelque chose qui sert l'enquête. Donc, moi, j'ai un petit peu vécu une montagne russe d'émotions en lisant ces informations. Je me suis dit, ah merde, ça y est, on vit dans un état orwellien. Et puis, au final, comme il y a, bien sûr, on peut abuser de cette règle, mais comme il y a quand même ce mini garde-fou il faut que l'enquête ait des raisons de poser cette question, de demander, d'exiger les mots de passe, je me dis, bon, au moins, il y a un minimum. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est le minimum ou... C'est ce que j'allais dire, effectivement, cette actu a fait les gros titres de pas mal de médias spécialisés ou pas d'ailleurs, parce que forcément, ça fait peur, l'idée de devoir donner ce code de déverrouillage. Au final, le cœur de cette histoire, c'est l'utilisation du chiffrement, ou de la cryptographie en anglais, dans nos smartphones. En gros, les autorités françaises, américaines et dans le monde entier sont un peu emmerdées, passez-moi l'expression, du fait que de plus en plus de smartphones chiffrent les données. Alors, smartphones, par exemple, les iPhones chiffrent par défaut le contenu des téléphones. Donc c'est-à-dire qu'en fait du coup le code de déverrouillage fait office de clé de déchiffrement. Parce que le principe du chiffrement, pour ceux qui ne savent pas, c'est que seul l'auteur et la personne qui doit recevoir un message peut consulter ce message grâce à des clés de chiffrement et de déchiffrement. Donc il y a rien qui est stocké sur des serveurs, c'est vraiment stocké en local. Bref, et donc du coup il y a pas mal d'applications qui proposent ce genre de service. WhatsApp est chiffré, par exemple. Il y a Signal qui propose d'envoyer des messages chiffrés. Telegram, dont on parlera après, il me semble, qui propose ce genre de service. Et ça embête la police parce que du coup, forcément, des gens utilisent ce genre de service pour se mener des actes peu recommandables. Sauf qu'en fait, déjà, le chiffrement peut être utilisé à des fins tout à fait recommandables, ne serait-ce que par souci de vie privée. Personnellement, j'utilise Signal, par exemple. C'est une bonne app de messagerie. Et ensuite, les autorités ne peuvent pas demander, par exemple, à Apple ou à WhatsApp de déchiffrer ce genre de message, en fait, parce que le chiffrement est fait tellement... Ils ont pas les clés, voilà. Le chiffrement s'est fait de telle manière que, en gros, Apple et WhatsApp se lient un peu les mains eux-mêmes en disant, vous pouvez nous demander de donner des choses, on n'a rien à vous donner. Donc, la parade qui a été trouvée, et c'est vraiment ce qui est en jeu dans cette décision du Conseil constitutionnel, c'est de dire, si on peut pas demander aux prestataires techniques de nous donner ces messages, et plutôt que de chercher à les déchiffrer en utilisant de la méthode brute, ce qui prend des plombes, on va plutôt essayer de demander directement le code de déverrouillage qui fait donc office de clé de chiffrement dans le cas des iPhones aux utilisateurs. Cela étant dit, dans la décision du Conseil constitutionnel, comme tu le dis Patrick, il y a quand même pas mal de garde-fous qui sont mis en avant. Alors déjà, il faut effectivement prouver que la personne a eu recours à un outil de cryptographie dans le cadre d'un délit supposé.
Donc par exemple, si moi je suis arrêtée, je sais pas moi, pour juste comme ça dans la rue, on peut pas me demander mon code de déverrouillage tant qu'on ne peut pas me prouver que j'ai utilisé WhatsApp, Signal ou d'autres services pour commettre un crime. Disons que si on se suspecte que tu as utilisé ton téléphone pour commettre un crime, et à partir du moment où tu communiques avec ton téléphone, on peut se dire c'est raisonnable de se demander. Moi, je me demande si ça va pas devenir automatiquement on arrête quelqu'un pour, je sais pas, trafic de drogue ou pour quoi que ce soit. On utilise nos téléphones pour tellement de choses, et le code de déverrouillage représentant un outil de chiffrement. Je crois que j'ai dit le contraire tout à l'heure, mais t'as raison, c'est justement ça. Le code de déverrouillage représentant un outil de chiffrement. Du coup, on peut demander le code de déverrouillage du téléphone pour tout, quoi. Bien sûr. Alors après, comme tout dans le droit, tout est sujet à interprétation. Ça, c'est le travail des avocats, des juges, etc. La décision du Conseil constitue précise que c'est une autorité judiciaire qui peut demander, qui peut faire cette demande. Donc, un policier qui vous arrête ne peut pas tout de suite vous demander votre code de déverrouillage. Il doit d'abord ouvrir une enquête, demander l'autorisation d'un juge, etc. Bref, alors ça veut pas dire que c'est pas grave. Ça veut pas dire que ça peut pas être problématique. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui fait que, en gros, avant que vous soyez obligé à donner votre code de déverrouillage, vous aurez sans doute le temps d'appeler un avocat qui regardera cette décision et qui pourra ensuite justifier ou non le fait que vous utilisiez des services de cryptographie pour avoir commis ou pas un délit. D'accord. Voilà. Bon, donc c'est pas comme on a pu le lire peut-être dans certains gros titres, effectivement, en garde à vue, enfin tu te fais arrêter, tu passes en garde à vue et tout de suite le flic va te demander de déverrouiller le téléphone et commencer à regarder tes messages Twitter ou ce que voilà. En théorie, non. En théorie, non. Voilà. D'accord, bon, merci, tu m'as un petit peu rassuré du coup. Merci. Tu évoquais de Telegram et c'est justement, parlons-en maintenant. En Russie, ils ont des lois qui exigent que tous les services de messagerie et autres services en ligne, enfin services informatiques, soient sur le territoire russe et soit accessible par les autorités russes. Alors Telegram, bien sûr, ne peut pas répondre à ces demandes et a décidé de ne pas répondre à ces demandes, et ils sont hébergés en partie sur AWS, Amazon Web Services, qui héberge une énorme partie du web, et sur Google Cloud. Et la Russie, qui ne s'embarrasse pas vraiment du confort de ses concitoyens, on va dire, ou plutôt qui a à cœur de protéger ses citoyens des dangers que représentent les communications chiffrées, a en fait décidé de bannir de tous ces FAI 1,8 million d'adresses IP de Amazon et Google, puisque, comme je le disais, Telegram est hébergé, les serveurs de Telegram sont hébergés en partie chez Amazon et chez Google, donc ils ont banni 1,8 million d'adresses IP d'Amazon et Google, tout court, ce qui fait que, bien sûr, énormément de services ont été affectés aussi, puisque, comme je le disais, ces services d'Amazon et de Google également hébergent énormément de services du web. Ça m'a paru, enfin, c'est vraiment là, on utilise les Russes ne rigolent pas, ils utilisent un marteau et une faucille, on va dire, pour contrôler le net. On le savait déjà, mais enfin là, c'est vraiment un gros coup, quoi, j'ai trouvé. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que Telegram avait mis en place en fait un service, un système de sécurité qui fait qu'en fait les adresses IP des serveurs sur lesquels sont hébergées les différentes conversations de ces utilisateurs, ces IP sont switchées en fait toutes les 5-10 minutes, et donc c'est justement pour éviter que la Russie puisse bannir un serveur et basta. Sauf que l'effet de cette mesure, c'est que donc la Russie a banni toutes ces adresses IP. Alors après, je lisais une analyse d'un reporter qui est en Russie, qui disait que c'était peut-être que Telegram pouvait aussi être une excuse pour la Russie pour se débarrasser d'autres sites et d'autres applications qui leur posent problème, mais de manière un peu plus discrète. C'est-à-dire que là, il y a énormément de sites qui ont été bannis. Il y a même des musées à Moscou dont les sites ont été bannis d'internet du fait de ces mesures. Mais faudra voir les conséquences un peu sur le long terme de cette histoire et voir si d'autres sites au final, à part Telegram, qui Telegram étant Telegram, mais il n'y a pas que Telegram dans la vie, seront impactés. Et il faut voir aussi jusqu'à où vont tenir Amazon et Google, parce qu'Amazon et Google ont donc des activités en Russie. Ils obéissent à la loi russe qui impose de stocker ces données
en Russie, donc dans les data centers russes. C'est pas le cas de tout le monde. Facebook, par exemple, a toujours refusé pour l'instant de stocker ses données en Russie, et ça pourrait aussi être une excuse pour la Russie de bannir Facebook, typiquement, en disant Sachant que le réseau social principal en Russie, c'est VKontakte, qui a été fondé d'ailleurs par Durov, qui est le fondateur de Telegram. Oui, et qui était, c'était pas lui aussi Mail.ru? En fait, il s'est fait sortir de sa société par voilà, Poutine, exactement. et du coup, il s'est barré. Oui, tout à fait. Mais le réseau social, c'est VKontakte, et ils ont déjà la main mise sur VKontakte, donc peut-être qu'ils sont moins préoccupés par Facebook, mais enfin bref, donc voilà ce qui se passe quand on vit en Russie. Et d'ailleurs, je fais un autre podcast qui s'appelle The Phileas Club, qui est en anglais, où je parle à des gens de différents pays. Et j'aimerais vraiment, ça fait des années que je le dis, et il faudrait que je trouve le bon interlocuteur et l'occasion, faire un épisode sur la Russie avec un Russe, justement, parce que depuis que je passe beaucoup de temps en Finlande, qui est très proche de la Russie, je comprends à quel point notre vision de la Russie est biaisée. Bien sûr, il y a énormément de gens qui sont très opposés à Poutine et à son régime, mais il y a aussi énormément de gens qui sont pour Poutine et son régime, pour des raisons qui sont diverses et dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, mais j'ai l'impression qu'on comprend pas exactement la manière dont fonctionnent toutes ces choses-là et pourquoi Poutine réussit à faire tout ce qu'il fait. C'est pas aussi dictatorial qu'on pourrait le penser, même si bon, c'est pas non plus complètement clean, on va dire. Tiens, en parlant de trucs qui sont pas complètement clean, c'était même pas prévu, mais là, je suis fier de moi. Cambridge Incroyable. Analytica, ah oui, non mais c'est tout un métier. Cambridge c'est un métier, Analytica, visiblement, ils auraient le projet. Alors, on ne sait pas s'il est abandonné ou toujours en train d'être travaillé. Le projet de lancer une ICO, une Initial Coin Offering, enfin bref, de faire un truc avec des crypto-monnaies d'investissement pour créer un système, et c'est là que ça devient intéressant, qui permettrait aux gens de stocker et de vendre leurs données personnelles aux publicitaires. Et je trouve que c'est à la fois outrancier et génial cette idée que finalement nos données personnelles, on a des données personnelles qui devraient nous appartenir et qui sont exploitées par énormément de sociétés du net et de sociétés tech, alors qui nous offrent la possibilité d'utiliser leurs services en contrepartie. Donc c'est pas non plus quelque chose de totalement déséquilibré ou en tout cas de totalement à sens unique. Mais l'idée de pouvoir monétiser ces données personnelles si on le désire, puisque là le système fonctionnerait de cette manière, me paraît pas si mauvaise que ça. Ça rapporterait pas forcément des millions. La dernière fois, on disait que Facebook, les utilisateurs Facebook en Occident rapportaient à peu près, on va dire, entre 10 et 15 $ par mois, ce qui est beaucoup pour Facebook qui a des milliards d'utilisateurs. C'est pas forcément énorme pour vendre nos données, mais peut-être que ça pourrait être optimisé, on pourrait les vendre à plus de gens. Enfin, je sais pas, est-ce que toi t'as l'air d'être assez à cheval sur ta vie privée, mais si on t'en donnait le choix, si on te donnait des paramètres que tu pouvais établir et si on te mettait le contrôle dans les mains, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager est-ce que c'est une idée qui pourrait fonctionner ? De vendre mes données, tu veux dire ? Ouais. Non. Alors non, moi alors je comprends pourquoi est-ce que c'est un projet. Enfin, c'est des idées qui sont populaires en ce moment. Et effectivement, c'est peut-être une manière de se réapproprier les données, mais faut rappeler que la vie privée, c'est quand même un droit. C'est un droit de l'homme. Et moi, ça m'inquiète un peu de voir qu'on baisse petit à petit en fait les bras sur l'exploitation de nos données en ligne et qu'on en vienne à se dire, puisqu'on ne peut pas forcer les géants du web à respecter nos données, on va leur vendre, comme ça au moins on se fera un petit peu de fric. Bon, je caricature, ouais, c'est pas tu exactement caricatures parce qu'on peut tout à fait forcer les géants du web à pas les utiliser. Il suffit de ne pas utiliser ces services ou même de mettre en place les paramètres qui sont tout à fait, j'insiste à chaque fois sur ce point, il est tout à fait possible d'utiliser la plupart de ces services en minimisant l'utilisation de nos données privées. Donc on pourrait. C'est juste que c'est pas qu'on se résigne. Ceux qui se résignent n'utilisent pas vraiment ces services ou utilisent Signal comme toi pour protéger leur vie privée. Mais il y a plein de gens qui les utilisent de toute façon. Donc je pense que c'est pour ces gens-là que ce service pourrait être potentiellement intéressant, non ?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, alors, prenons par exemple Facebook, hein, évidemment, puisque c'est quand même le principal concerné en ce moment. J'ai perdu ce que je voulais dire, excusez-moi. Pardon. J'en profite pour préciser que, selon une étude intéressante d'un journaliste américain, Google, en fait, connaît beaucoup plus de choses sur nous que Facebook, étant donné tous les services Google qui existent et toutes les données qu'ils ont. Facebook, bien sûr, ils connaissent beaucoup de choses, mais Google connaît plus et ils sont en train de passer sous le radar complètement. Ils doivent être en train de se... que Facebook qui soit sous les feux des projecteurs, mais Google est un plus grand danger. Mais... En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a tendance à dire si tu ne veux pas être surveillé par Facebook ou si tu as peur de tes données privées, ne va pas sur Facebook. Or, on arrive à un point. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs, c'est énorme. Pour beaucoup de personnes, Facebook est un moyen de communication comme un autre, hein, comme le téléphone, comme les mails. Moi, je m'en sers pour communiquer avec mon père, pour donner des nouvelles à ma famille, à qui j'ai pas forcément l'occasion d'appeler tous les jours. Et c'est encore pire. C'est une situation qui est encore plus importante dans des pays, par exemple, où il y a peu d'internet mais qui a Facebook et que Facebook devient internet et moi qui ça sert m'inquiète pas un juste peu à communiquer avec les proches mais qui peut servir à plein de choses. Et moi ça m'inquiète un peu de se dire qu'on me demande de quitter ce moyen de communication qui m'est important, tout ça parce que les pratiques de site sont pas assez claires. C'est comme si j'allais acheter un t-shirt dans un magasin, que le t-shirt est troué et qu'on me dit t'as qu'à pas porter de vêtements. Je comprends. Mais du coup, j'aimerais. Est-ce que tu es allé modifier tes paramètres de confidentialité sur Facebook, toi ? Ils sont modifiés depuis longtemps, moi, mais toi, tu l'as fait. Alors après, alors déjà, c'est pas si facile. Enfin, si on peut tout à fait modifier ces conditions d'utilisation, enfin ces options de confidentialité, elles sont pas si faciles d'accès. Facebook a quand même bien fait les choses pour les planquer un petit peu. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, elles sont pas si planquées. Hein. Ces 3 clics, si tu sais ce que tu cherches, tu le trouves. Mais si tu sais ce que tu cherches. Oui, bien sûr. Justement, et ça, je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et par ailleurs, alors après, ça pour le coup, je suis pas allée le vérifier, mais il y a plusieurs chercheurs qui se spécialisent en vie privée qui disent que les options qui sont proposées par Facebook ne couvrent pas en fait la totalité des données qui peuvent être exploitées potentiellement par Facebook, et qu'en fait il y a plein d'autres données qui sont peut-être trop complexes, hein, tout simplement pour Facebook à expliciter, sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle. Alors après, on digresse un peu sur Facebook, mais on digresse un peu sur Facebook. Du web, hein, c'est ça, mais du coup, qui utilise ce modèle. Mais du coup, revenons-en à cette idée de Cambridge Analytica. Toi, tu penses malgré tout que cette idée de monétiser les données privées, tu continues à penser que ça sent pas bon malgré le fait qu'elle soit... Enfin oui, tu aimerais que... En fait, j'ai un peu l'impression, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un peu l'impression que, pas que c'est trop tard, mais que le truc qu'on peut faire aujourd'hui, c'est des choses comme la RGPD, et comme le RGPD, pardon, et que voilà, on pourra pas faire autre chose parce que les services sont trop utiles. Donc, tant qu'à faire, oui, je suis un petit peu résigné, mais peut-être qu'un truc comme un système de gestion de nos données privées qui nous permet d'avoir le contrôle dessus et de les vendre si on le souhaite, pourrait être... intéressant, mais... En tout cas, si ça devait se faire, je le confierais certainement pas à Cambridge Analytica. Bon, voilà, c'est une bonne conclusion. Là-dessus, on sera d'accord, sujet, toi et moi, je pense. Oui, on est d'accord. Un autre truc assez pratique, c'est le site Terms of Service Didn't Read, qui est une sorte de jeu sur le terme Too Long Didn't Read, trop long j'ai pas lu. Et là, c'est Terms of Service Didn't Read, c'est tosdr.org. Vous pouvez chercher sur votre moteur de recherche préféré, Terms of Service Didn't Read, et vous allez trouver ça. C'est un site, je crois qu'on l'avait déjà évoqué il y a longtemps, mais c'est bon de le rappeler. C'est un site qui va étudier et classer les conditions d'utilisation de tous les grands services du web, et donc les classer en classe A à classe E, je crois, et détailler ce qu'ils peuvent et qu'ils ne peuvent pas faire en quelques lignes et de manière très simple. Donc, si vous voulez avoir encore plus d'informations sur tout ça, consultez ce site, il est vraiment très bien foutu. Quelques autres petites news et rumeurs. D'abord, une rumeur, on revient en France, selon laquelle Bouygues Télécom s'intéresserait à acheter SFR, qui est en difficulté depuis quelque temps. Moi, ça m'inquiète un petit peu cette idée, parce que ça voudrait dire qu'on revient à un système, enfin une industrie de la téléphonie à 3 acteurs au lieu de 4.
bon, il y a toujours, peut-être que je l'avais déjà évoqué à un autre moment, mais tant qu'il y a Free, peut-être que ça restera suffisamment concurrentiel, mais je suis toujours très vigilant sur ce genre de choses parce qu'on a connu tellement d'années d'entente à demi-mot entre les trois opérateurs historiques que ça me préoccuperait énormément de revenir à trois opérateurs, même si on a Free qui reste l'un d'eux. Donc voilà, je voulais le mentionner quand même. J'ai vu cette histoire selon laquelle le groupe Fnac, en fait Fnac et Darty, mettrait des produits Amazon dans leur pardon, pas des produits Amazon, qu'est-ce que je dis, des produits Google dans leur rayon. Oui, c'est ça. Et on parlait la dernière fois, je crois que c'était la semaine dernière, de Amazon qui s'allie avec Monoprix. Je suis pas certain que ça aidera vraiment la Fnac Darty, d'avoir des produits Google, mais pourquoi pas en même temps, mais je sais pas vraiment ce que ça peut donner au-delà du fait de vendre par exemple des Google Home qui vont faire en sorte que les utilisateurs utiliseront encore plus Google et rechercheront des produits partout sur le net qui mèneront pas forcément chez la Fnac ou chez Darty. Je suis pas Enfin, ils sont vraiment dans une position hyper compliquée, mais je suis pas convaincu que ça soit une bonne réponse là. Je pense que l'intérêt, Google, c'est surtout pour Google. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Il y a tout intérêt à mettre ces Google Home dans des endroits où tout le monde pourra les voir et pour que ces enceintes ne soient pas vues comme des objets de geek ou de nerd, mais des objets du quotidien. C'est ça. Bon, et la Fnac pourra en vendre un petit peu, ça fera un peu de chiffre d'affaires aussi. Mais Amazon est en train de lancer un navigateur. Alors, c'est uniquement en Inde et c'est vraiment développé par l'équipe indienne d'Amazon, donc c'est très localisé pour le moment, mais ils ont un navigateur web très léger. C'est pas du tout le même que le navigateur Silk qui est sur leur produit Kindle. Mais c'est un navigateur Android, en fait, qui s'appelle Internet Fast Light and Private. Je me demande si c'est pas les prémices, peut-être, d'un navigateur Amazon qui viendrait bousculer le marché des navigateurs. Et pourquoi pas, finalement ? Je pense que ça pourrait être intéressant, non ? Ouais, en tout cas, l'Inde est le meilleur pays pour Amazon pour tester ce genre de produit. L'Inde est un marché qui est extrêmement intéressant pour les entreprises de la tech parce que déjà c'est un pays qui est immense, qui est assez peu équipé au final malgré son nombre d'habitants et où il y a beaucoup d'enjeux autour de l'accès à Internet parce qu'il n'y a pas assez d'équipement en fait pour accéder à des connexions suffisamment rapides. Donc il existe déjà beaucoup de Facebook avait lancé lui aussi dispose d'une version light de Facebook et de Messenger. Google a aussi des applications du même type. Et généralement, c'est soit vers l'Inde ou soit vers l'Afrique qui vont se tourner pour ce genre de service en priorité. Bah là, Amazon a choisi l'Inde, quoi. Ouais, exactement. Mais alors, c'est vraiment spécifique à l'Inde, à voir s'ils vont étendre le truc ailleurs et même, au-delà d'Android, à voir s'ils vont arriver sur plus de différents marchés. On pense bien sûr à Windows et macOS, mais bon, je suis vraiment curieux de cette initiative puisque évidemment Amazon est partout. Plus de 100 millions de membres Amazon Prime dans le monde. 100 millions, c'est quand même assez considérable comme chiffre. Et enfin, dernier sujet que je voulais couvrir, c'est l'arrivée de Google Chat. Alors, qu'est-ce que c'est que Chat ? C'est un énième service de chat de Google. On en a vu des tonnes. Parce qu'en fait, sur Android, c'est un service sur Android, bien sûr. Sur Android, la messagerie, c'est vraiment le foutoir. Je ne sais pas si tu le confirmeras, toi qui es une utilisatrice fervente. Oui, je confirme, malheureusement. Le truc, c'est qu'il y a les SMS d'un côté, le service de messagerie du constructeur de l'autre. Il y a les Hangouts que Google a essayé de pousser. Il y a Allo, il y a Duo. Enfin, il y en a 12 000 différents et je pense que même sans être très fan d'Apple, on peut admettre que le système de iMessage fonctionne quand même hyper bien. C'est le système donc qui envoie des messages riches et chiffrés si votre destinataire a aussi un iPhone et donc utilise aussi iMessage, et sinon ça passe sur les SMS.
Et donc, vous pouvez envoyer des photos, des images, des trucs, et c'est chiffré. Google a réuni un petit peu toute l'industrie, aux États-Unis en tout cas, autour du RCS, qui est un petit peu une évolution du SMS, mais une évolution un petit peu plus cohérente que le MMS, qui a jamais vraiment fonctionné. Et donc, le RCS, c'est un peu les messageries modernes, avec, on va dire, messagerie de 2012, quelque chose comme ça. Mais un petit peu plus moderne que le SMS. Le problème, c'est que c'est pas chiffré. Et donc, je suis... Comment dire ? Alors, c'est pas chiffré parce que concrètement, c'est très compliqué d'avoir toute l'industrie qui se met d'accord sur qui a les clés de chiffrement. Il faudrait... Enfin, c'est hyper compliqué. Mais c'est mieux que le SMS, mais je suis pas convaincu que ça soit la réponse ultime au problème de messagerie, ne serait-ce que pour cette histoire de chiffrement, quoi. Mais... Après, c'est toute on va dire, le problème et la beauté d'Android, c'est que c'est un grand foutoir. Alors, ça peut donner des choses très bien comme des choses un peu compliquées. Et typiquement, le fait que Google ait jamais réussi à imposer un système de messagerie qui est pourtant le service le plus basique qu'on veut sur un smartphone. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie qu'ils emploient de s'adosser, de faire une version commerciale en fait du RCS, qui est un standard qui est validé par la GSMA, qui est l'association des professionnels du mobile dans le monde. Parce que c'est vrai que sur les iPhones, donc il y a les iMessage que tu mentionnais, et on parlait de marqueurs de marqueurs culturels tout à l'heure avec les iPhones, et je pense que les iMessage, pour beaucoup, encore une fois, c'est vraiment synonyme des messages. Le fait que par exemple les emojis d'iPhone, que le design des emojis d'iPhone soit devenu par défaut dans nos têtes les emojis, le fait que la petite bulle avec les 3 petits points qui sautillent, tout le monde comprend ce truc même si t'as pas d'iPhone. Je pense que Google essaye de faire, et pourtant ce qui est fou, c'est que les iMessage, ce n'est pas universel. Enfin, moi, j'ai jamais eu d'iPhone, je n'ai jamais eu de... Alors, je reçois des messages de la part des gens que les iPhones, évidemment, mais moi, j'ai pas du tout ce genre de code. Donc, si Google arrive à imposer sur Android, qui est un parc beaucoup plus grand, une messagerie qui a des fonctionnalités similaires, ça serait très fort. Et je pense que ça serait bénéfique pour tous les utilisateurs. Eh ben, espérons. Le seul problème, comme je le disais, c'est que c'est pas chiffré, et ça sera jamais chiffré, mais disons que ça peut être une évolution du SMS, que si tout le monde l'adopte, ça serait une bonne évolution du SMS déjà, un petit peu plus pratique, et puis ensuite, il y aurait les deux niveaux, en fait. La messagerie chiffrée, si la personne que vous contactez utilise le même service que vous, et puis si c'est pas le cas, eh ben, vous passez par défaut sur un système RCS. C'est finalement pratique pour le multimédia du cybermonde, mais pas, ça répond pas à nos préoccupations autres, c'est-à-dire les préoccupations de vie privée, effectivement. Mais finalement, là, c'est un exemple où Apple a eu la bonne solution, finalement. Techniquement, le iMessage est l'implémentation, on va dire, la plus... correcte du truc. Ce qu'on pourrait espérer de plus, ça serait que ça soit un système ouvert et que tout le monde l'utilise. Si Apple utilisait le standard Signal par exemple, je fais un mélange entre le français et l'anglais, Signal, ça serait la solution idéale parce que ça serait interopérable. Et là, oui, on aurait une meilleure solution. Mais à défaut, bon, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Peut-être que Chat aidera un petit peu à uniformiser tout ça, au moins sur Android, pour les messages sur Android. Et c'est le dernier sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui, donc on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup Lucie de t'être jointe à moi. J'espère que ça s'est pas trop mal passé. Mais je pense que je m'en suis bien sortie. Oui, non, de mon côté c'était très bien. Je voulais dire, j'espère que c'était agréable aussi de ton côté. Très agréable. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver s'ils veulent entendre un petit peu plus de ta douce voix ? Eh ben, ils peuvent aller sur Twitter. Mon compte est à mon nom, donc Lucie, Lucie, Ronfaut, Ronfaut. Et je mettrai le lien dans les notes de l'émission, évidemment, et vous pouvez la retrouver également. Vous pouvez retrouver Lucie sur le Figaro Tech et sur l'app Les Croissants.
Pour ma part, ma douce voix, vous pouvez la retrouver encore plus sur frenchspin.fr, le site où j'héberge tous mes podcasts. Il y a d'ailleurs le rendez-vous jeu qui sera certainement disponible au moment où vous écouterez cette émission, je suis à peu près sûr, où on va parler notamment du jeu God of War, qui est un jeu qui a des reviews absolument incroyables ces dernières semaines. Donc on va en parler dans cet épisode. C'est peut-être un épisode à ne pas rater si vous aimez même de loin les jeux vidéo. C'est sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, je suis NotePatrick, et sur Facebook, je suis aussi NotePatrick. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le site de soutien de l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Là aussi, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez cliquer dessus sur votre mobile et vous inscrire en 2 minutes. C'est super rapide et ça fait énormément plaisir. Je vous ai déjà expliqué comment ça marche, donc je ne vais pas en remettre une couche, mais je remercie chaleureusement tous ceux qui le font. Et bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes ou ailleurs, ou même aller voir vos collègues qui ne s'y connaissent pas tellement en tech et leur dire, écoute, voilà, il y a une émission qui est simple, facile, sympathique à écouter, ça va te faire passer du bon temps dans les transports. Écoute le rendez-vous tech, ta vie en sera encore plus agréable. Et vous allez dire ça à vos collègues, à vos amis, et ça nous file un gros coup de main également. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, merci à Lucie d'avoir été avec moi, et on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on couvre toute l'actualité tech, internet et gadgets. Merde, j'ai dit bimensuel. C'est reparti.